Babali Mansa, le roi qui défiait les fleuves et sa fin finalement douloureuse. La fin de Yaya Jammeh à la tête de Gambie, de la République de Gambie. Yaya Jammeh et sa fin douloureuse. L'Afrique de l'Ouest, on peut même parler de malédiction pour cette Afrique de l'Ouest. Des foyers de tension en Côte d'Ivoire, le terrorisme du côté du Mali, la Gambie voisine. Pour en parler, nous recevons un ministre de la République, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation au Sénégal, membre du Parti socialiste du Sénégal, un des dignitaires de cette formation politique dirigée par Ousmane Tanor Dieng. Ça, c'est l'actualité de la sous-région, Serigne Mbaye Thiam. Mais il y a également cette actualité très politique, à très forte teneur politique ici au Sénégal avec votre formation. D'abord, les Salam Malik d'usage. Bienvenue sur ce plateau de TLV. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission de TLV, Toute la vérité. Et je voudrais en profiter pour adresser mes salutations à tous les téléspectateurs et à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc, via CNTV et Zik FM, c'est un honneur pour nous, Serigne Mbaye Thiam. Oui, actualité oblige. Nous sommes vendredi, jour de l'enregistrement de l'émission. Un ultimatum, médiation de dernière chance. On a beaucoup parlé de médiation de dernière chance. Il y a Alpha Condé qui est actuellement en Gambie. On a suspendu l'opération des forces de la CEDEAO. C'est fini pour Yaya Jammeh et la fin est douloureuse, quoi qu'il en soit. Absolument. Je pense que c'est une leçon pour tous les dirigeants du monde et notamment pour les dirigeants africains qui cherchent à s'accrocher au pouvoir, qu'il faut savoir partir à temps. Mais ce que je retiens aussi de ce qui s'est passé en Gambie, ce qui se passe actuellement en Gambie, moi, c'est l'attitude, je crois, de mon pays. Je crois que très tôt, le jour même où Yaya Jammeh a dit qu'il ne reconnaissait plus les résultats, le discours du président de la République du Sénégal a été un discours très ferme. Et en même temps, un discours ferme, mais un discours qui montrait des ouvertures. C'est la raison pour laquelle, à côté des dispositions qui étaient prises sur le plan militaire, il y a eu toutes les tractations diplomatiques et toutes les médiations pour faire entendre raison, pour que le sang ne coule pas. Je pense que le président Jammeh doit saisir cette intervention de la dernière chance pour entendre raison et savoir que son pouvoir et son ego personnel ne sont pas importants devant la vie de Gambiens qui peuvent être sacrifiés. Et je crois que dans tous les cas, la fin est proche. En ce moment-là, il doit en tirer les leçons et laisser la démocratie s'exprimer. Et le président Barrow prendre ses fonctions de chef d'État. Aucun ministre quand même du Sénégal dépêché pour aller rencontrer Yaya Jammeh, ni le chef de l'État du Sénégal. Une diplomatie brute de la part du Sénégal. On a vu les déplacements du président de la Mauritanie, de Alpha Condé présentement, mais pas du Sénégal. Le Sénégal, cette fermeté, c'est quoi? Comme si le Sénégal attendait l'occasion rêvée pour se débarrasser de Yaya Jammeh. Non, je crois que le Sénégal défend des principes. C'est le moins que l'on puisse attendre de notre pays, qui est présenté comme la vitrine démocratique en Afrique. Je pense que dans ces conditions-là, nous n'avons pas agi par le fait du prince, nous avons agi en essayant d'actionner la communauté internationale. Il y a la CEDEAO qui a une résolution, il y a l'Union africaine et il y a l'ONU. Je pense que toute la communauté internationale était derrière la position du Sénégal. Mais le Sénégal était mal placé pour faire une démarche de médiation. Et en plus de cela, je parle maintenant en tant que Sénégalais, la question de la Gambie, la question de sa stabilité, la question de l'attitude des dirigeants gambiens est aussi une question de sécurité nationale pour nous. Lorsqu'en Gambie, nous avons quelqu'un qui peut-être favorise des mouvements qui posent des problèmes au Sénégal, le Sénégal aussi a un intérêt du point de vue de sa sécurité nationale et du point de vue de ses intérêts vitaux à faire jouer le droit international. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une attitude d'un véritable chef d'État, le président Macky Sall, ce qu'il a à faire sur ce dossier-là. Sur ce dossier, c'est clair. Le Sénégal a préservé ses intérêts dans ce dossier et donc le Sénégal ne va pas regretter Yaya Jammeh.
Non, je ne pense pas qu'on va le regretter. C'était le choix du peuple gambien qui à un moment donné, l'a élu. Que les élections se soient passées dans des conditions, dans de bonnes conditions ou pas, ça c'est derrière nous. Mais en tout cas, nous avons tout fait pour avoir de bonnes relations avec les pays qui nous entourent, avec la Gambie notamment, parce que les peuples gambiens et les peuples sénégalais, c'est exactement, c'est les mêmes communautés. Mais il y a eu un président qui était toujours dans des rapports antagonistes et quelquefois ces rapports même ne gênaient pas seulement le Sénégal, toute la communauté internationale, quand il se lève pour dire qu'il décrète un État islamique, quand il se lève pour prendre des mesures qui en surprennent plus d'un. Je pense qu'il était arrivé à un moment où il était enivré par le pouvoir. Oui, revenons au Sénégal. L'actualité au Sénégal, c'est la Coupe d'Afrique, et heureusement d'ailleurs, la Coupe d'Afrique avec ses Lions qui nous procure beaucoup de plaisir. Et c'est un palliatif par rapport à cette sous-région sous tension. Le Sénégal, déjà en quart de finale, ce n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Oui, vous, on vous connaît comme supporter quand même de ces Lions du Sénégal. Chapeau à ce groupe d'Aliou Cissé. Oui, je crois que nous avons là une bonne cuvée. Nous avons une bonne équipe qui peut nous valoir des satisfactions. Maintenant, il ne faudrait pas que les premiers succès qu'on a nous montent à la tête et au point qu'on se démobilise. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est rester concentré, rigoureux et discipliné jusqu'à la fin de la compétition et de se dire que rien n'est acquis. Toutes les équipes qui sont là-bas sont des équipes qui cherchent à avoir la Coupe d'Afrique. On a une belle chance cette année, étant la première équipe dans le classement FIFA au niveau africain et ayant un entraîneur qui est rigoureux, qui est discipliné. Je crois que si toute la population se met derrière l'équipe et que les joueurs eux-mêmes restent concentrés vraiment et rigoureux dans le travail, on peut aller aussi loin que possible. Et je souhaite, en tout cas, en tant que 12e Gaïndé, qu'on remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, nous avons vu le président de la République se faire filmer dans son salon lors du premier match, oui, avec un commentaire sur les deux buts du Sénégal devant la Tunisie. Cette fois-ci, pas encore de vidéo. C'est sûr qu'une victoire de ces Lions sera politisée à fond. Je ne crois pas. Je pense que la victoire des Lions sera d'abord la victoire du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais est un peuple féru et amoureux du football. Je crois que ce sera plutôt une victoire en vert, jaune, rouge, aux couleurs du Sénégal, que la victoire d'un régime ou d'un parti politique. Bien sûr, lorsqu'on dirige un pays et qu'à ce moment-là où on dirige le pays, il y a une équipe qui remporte la Coupe d'Afrique, il ne faudrait pas que cette équipe gouvernementale-là boude son plaisir. Parce que d'un autre côté aussi, des mesures ont été prises pour placer l'équipe nationale, les joueurs, l'encadrement et la fédération dans de bonnes conditions pour préparer cette Coupe d'Afrique-là. Mais je pense qu'il ne s'agira pas de tirer la couverture de son côté. Il faudra, je pense, mais de toute façon, c'est le président de la République qui représente le peuple sénégalais. C'est lui le représentant du peuple sénégalais. On a vu en 2002 le chef de l'État d'alors, Abdoulaye Wade, oui, pavoiser. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Oui, c'est normal. Les Sénégalais. Oui, mais c'est normal qu'il fasse corps avec son peuple. L'image avait fait le tour du monde. Oui, absolument. On peut s'attendre à un Macky Sall qui fait de même des non, benchfools. Je pense que le président Macky Sall, il doit traduire les joies, les peines, les peurs de son peuple. Si son peuple manifeste des moments de joie, il doit être en tête de cela. Je pense que ce serait maladroit de qualifier de récupération politique que le président sénégalais communique avec son peuple si jamais notre équipe gagne la Coupe d'Afrique. Oui, une équipe du Sénégal qui fait un bon parcours, au moins ça va aider le Parti socialiste à traverser avec moins de difficultés le procès par exemple de Barthélémy Diaz ce 25 janvier. Non, le procès est actuellement entre les mains de la justice. Au moment où nous, on devait faire ce qu'il y avait à faire, nous l'avons fait, qui était de faire appel aux services de sécurité d'abord pour mener les enquêtes nécessaires pour situer les responsabilités et puis après de délivrer le dossier à la justice. Donc en le faisant, on n'avait pas une idée que les choses s'allaient emballer avec la Coupe d'Afrique. Donc ça, c'est le momentum et le tempo de la justice et des enquêtes qui ont amené cette coïncidence-là. Mais nous, dans tous les cas,
le temps de la justice, ce n'est pas le temps des manifestations sportives et ni d'autres temps. Nous laissons la justice faire son travail et on verra ce que tout ça va donner. Mais voilà, la question revient, mais elle est là, elle est toujours d'actualité. Oui. Des membres du Parti socialiste, sous mandat de dépôt, un autre responsable du Parti socialiste, en l'occurrence Barthélémy Diaz, oui, devant le tribunal de Dakar, ça fait désordre. Mais est-ce que, je prends un raisonnement par l'absurde, est-ce que, pensant que ça fait désordre, on doit dire que la justice ne doit pas faire son travail? Moi, j'étais là le 5 mars dans la salle du bureau politique. J'ai été informé des tentatives, des réunions préparatoires la veille. Le matin même, j'ai été informé des premiers actes qui étaient posés. Mais j'ai tenu à aller rejoindre mes camarades, malgré le danger qui se profilait. Ce que les gens ont vu à la télé, les membres du... informé? Oui, j'étais informé. Et Ousmane Tanor Dieng? Le matin même. Oui, Ousmane Tanor Dieng a indiqué en bureau politique qu'il a été informé la veille de ces réunions préparatoires. Le vendredi 4, il a été informé. Et ce n'est pas un secret parce qu'il l'a dit en public, je vais le répéter. Lorsqu'il a été informé, il a reçu Khalifa Sall dans la nuit du vendredi au samedi à 1h du matin pour lui dire « Je suis informé que des gens qui se disent proches de vous ont fait des réunions préparatoires et vont agresser les gens au bureau politique ou à tout le moins vont saboter la réunion. » Et il dit, Ousmane Tanor Dieng, que ce dernier lui a répondu qu'il n'est pas informé de ça et que s'ils l'ont fait, il va leur demander d'arrêter. Mais pourtant, le lendemain, ça s'est passé, donc c'est pour vous dire qu'il a été informé. J'ai été informé. J'ai été informé le matin des premiers actes qui ont été posés de violence. Mais j'ai tenu à venir. Lorsque je suis venu, lorsqu'il y a eu le premier assaut, des camarades ont été blessés. Parce que je ne peux pas accepter que l'on dise qu'on ne peut pas parler de tentative d'assassinat, d'agression, de menaces, de mort. On était dans la salle, on l'a vu. Il y a des camarades dont le sang a coulé. Mon propre chauffeur, son sang a coulé. Mon véhicule a été caillassé. Donc, c'était une situation extrêmement grave. Serigne Mbaye Thiam a été agressé? Non, j'ai été agressé, bien sûr. J'ai été agressé. Mais je n'ai pas été touché, moi. Mais il y a eu des tentatives pour m'agresser. Et dans la salle, lorsque, à un moment donné, nous, on était au fond de la salle avec un rideau de sécurité devant nous et que les assaillants avançaient, il y avait un des assaillants qui a pointé son doigt, un responsable, je crois, un des assaillants qui a pointé son doigt sur moi pour me désigner à 2 autres personnes qui avaient des coupes-coupes. C'était une situation grave. Ce qui s'est passé à l'entrée, où on montre Wilane, Abdoulaye Wilane, Ouane, qu'on leur jette de l'eau et du sable, ce sont les agressions les plus petites qui se sont produites. Vous parlez de coupe-coupe? De coupe-coupe. De couteau. Lorsque vous êtes dans une salle et que votre nuque votre nuque donne sur une vitre et qu'on jette des pierres, des projectiles sur une vitre, mais on cherche à vous atteindre. Et des camarades, Pierre Sané, d'autres camarades ont vu du sang couler. Ça, les gens ne l'ont pas vu au niveau des images parce que c'était dans la salle. Lorsque vous êtes dans la salle et que toutes les tables de la salle de conférence du bureau politique que les journalistes connaissent, toute cette table a été réduite en débris. On voulait atteindre des gens. On voulait atteindre des gens. Oui. Oui, pourquoi vous donnez cette image d'un groupe surpris? Vous nous dites que vous aviez l'information la veille. Oui. Les forces de l'ordre sont venues sur le tard. Et les échauffourées ont duré quand même. Oui. Pourquoi cet effet de surprise? Non, parce que tout simplement, ce que je dois rajouter aussi, le responsable des jeunesses socialistes, Dibkor Faye, a indiqué que lui-même étant au courant, vers 1h du matin ou un peu après, il a appelé Ousmane Tanor Dieng pour lui dire que eux, les étudiants, ils sont au courant des préparatifs, la veille donc de la manifestation, le 4, et qu'ils vont faire un groupe pour aller à la maison du parti. Mais Ousmane Tanor Dieng a eu de l'autorité sur ces jeunes. Il leur a dit, ne le faites pas, et ils ne sont pas venus. Lorsque dans la salle, le matin, on a demandé à Ousmane Tanor Dieng 2 choses.
soit que les gens qui ont amené ces agresseurs leur demandent de sortir de la cour du bureau politique, soit qu'ils demandent à la police de venir les évacuer. Il a dit non, je ne vais pas faire intervenir la police dans la maison du parti. C'était sa première réaction. Qui a fait appel à la police alors? Non, c'est à la fin maintenant. Mais s'il y a risque de mort d'homme, c'est irresponsable de ne pas faire appel à la police. Donc il a dit, tant que c'est des débats, tant que ce sont des jeunes qui chahutent, on peut les laisser. C'est leur droit, c'est la démocratie. On le voit dans des démocraties. Il a fait intervenir la police, il a demandé une réquisition lorsque des gens ont été blessés et que du sang a coulé. À ce moment-là, c'était sa responsabilité de le faire. Et je suis étonné que certains responsables du parti à un haut niveau, en plus qui étaient dans la salle, disent qu'il est excessif de parler de tentative d'assassinat. Il est excessif de parler de menaces de mort. Que lorsque eux-mêmes, dans une émission, dans votre télé, et c'est repris par beaucoup de sites Internet, ont indiqué que c'est la première fois qu'ils ont vu cela. Lorsque quelqu'un vous dit qu'il a milité depuis qu'il est élève, et qu'il a dépassé la soixantaine, et qu'il vous dise que c'est la première fois qu'il a vu cela, c'est que c'était grave. Lorsque cette personne aussi vous dit qu'il y aurait pu avoir mort d'homme, et vous dit que c'est excessif de parler de tentative d'assassinat, c'est avoir un double langage. Parce que lorsqu'il y a de risque de mort d'homme, il y a deux possibilités. Soit c'est une tentative d'assassinat, soit il peut y avoir mort accidentelle à cause d'agression. Qu'il y ait tentative d'assassinat, la personne doit être identifiée et est coupable. Qu'il y ait mort accidentelle du fait d'agression qu'on organise, les responsables doivent aussi être sanctionnés. Vous parlez de Khalifa Sall, lui il était dans la salle et beaucoup quand même insistent sur le rôle qu'il a eu à jouer. Et ce jour-là, il a protégé son leader Ousmane Tanor Dieng contre les agresseurs. C'est les corps de sécurité, c'est le minimum de sécurité qu'on avait. C'est eux qui ont protégé Ousmane Tanor Dieng. Il était assis à côté de Ousmane Tanor Dieng. Vous ne l'avez pas vu jouer un rôle de bodyguard. Ceux qui jouaient, ceux qui ont protégé Ousmane Tanor Dieng, ceux qui nous ont protégés, nous tous qui étions dans la salle, Khalifa Sall, Ousmane Tanor Dieng, Alioune Ndoye, y compris moi, c'était le rideau de sécurité qu'on avait, un minimum d'agents de sécurité qu'on avait. Mais ce rideau, 5 minutes, si la police était intervenue 5 minutes plus tard, ce rideau-là allait craquer. Et les assaillants seraient sur nous. Oui, rideau de sécurité, vous nous dites, mais qui demandait à ces militants en colère d'arrêter simplement? Mais sans que cela ne produise un résultat. Et ça, c'est à la demande d'Ousmane Tanor Dieng. C'est Ousmane Tanor Dieng qui leur a demandé d'intervenir au niveau de leurs partisans pour qu'ils évacuent la cour de la maison du parti. Mais sans aucun résultat. Il y a deux possibilités. Quand vous êtes un responsable et que vous avez des gens qui se réclament de vous et que ces gens-là, aujourd'hui, ont été inculpés, ça veut dire qu'on est allé plus loin que les soupçons. Ça veut dire que l'enquête a révélé quelques liens avec ce qui s'est passé. Il y a deux possibilités. Soit vous-même, le responsable, vous étiez au courant, soit vous n'étiez pas au courant. Dans les deux cas, c'est grave. Dans les deux cas, c'est grave. Si vous étiez au courant, c'est grave. Si vous n'êtes pas au courant, ça veut dire que les gens qui sont sous votre responsabilité peuvent mener des actions et qu'à la limite même, la veille, on vous a averti, vous les avez interpellés. Mais malgré ça, ça s'est déroulé, ça veut dire que c'est encore plus grave. Ça veut dire qu'il n'a pas autorité sur ses partisans? Je vous ai dit, dans les deux cas, c'est grave. Parce que, arriver à une situation où votre chauffeur personnel, qui se trouve être votre neveu, votre deuxième chauffeur attiré, votre directeur de cabinet, votre chef de cabinet dont on demande la levée de l'immunité parlementaire, les responsables des jeunes du parti dans votre coordination sont inquiétés et d'autres personnes qui vous sont proches. Si vous n'êtes pas au courant, c'est grave. Si vous étiez au courant, c'est encore plus grave. Donc l'enquête peut aboutir sur une interpellation de Khalifa Sall? Moi, je ne peux pas préjuger de ce que l'enquête va révéler. Je pense que la phase d'enquête est bouclée. La phase d'enquête, c'était au niveau de la DIC. La DIC qui a les outils de faire une enquête professionnelle. Et je pense qu'il a pris assez de temps pour faire une enquête professionnelle. Plusieurs mois
Assez de temps, plusieurs mois. Plusieurs mois pour faire une enquête. Ce sont les arguments utilisés ici même par Barthélémy Diaz pour dire qu'il ne comprend pas ce mandat de dépôt. Il y a eu presque une année pour mener enquête. Pourquoi un mandat de dépôt? Oui, mais en ce moment-là, moi je ne sais pas ce que l'enquête a révélé. Je ne connais pas le rapport de synthèse de l'enquête. Je ne connais pas les recoupements qui ont été faits. Mais si la DIG demande qu'il soit arrêté, le procureur demande qu'il soit arrêté, il est jugé, il est suivi aussi par le juge. Mais pourquoi les gens disent que la justice ou la police sont manipulés? Est-ce qu'eux-mêmes, s'ils étaient à la place du procureur ou du juge, ils allaient accepter d'être manipulés? Pourquoi manquer de respect aux policiers qui ont mené l'enquête, aux procureurs ou aux juges, pour dire qu'ils sont manipulés pour procéder à un mandat, pour délivrer un mandat de dépôt, alors que eux, s'ils étaient à leur place, ils n'allaient pas le faire parce qu'ils ont une dignité. Ils ont la même dignité qu'eux. Je pense qu'ils ont dû réunir dans leur enquête, dans le secret de leur enquête, avec les moyens dont ils disposent, l'ensemble des indices et des éléments probants qui leur permettent de dire que ces gens doivent être arrêtés pour les besoins de l'instruction. Parce que l'enquête est passée. Maintenant, on est dans la phase d'instruction. Si je pense qu'il faudrait qu'on garde notre sérénité. Qu'on garde notre sérénité. Maintenant, j'entends aussi dire que c'est un problème politique qui aurait pu être réglé par les voies politiques. Les problèmes politiques ce jour-là, le 5 mars, c'était dans la salle. Les camarades qui avaient pris la parole, ils étaient deux, pour dire que le parti doit voter non au référendum. Ces camarades, personne ne les a convoqués à la DIC. Personne ne leur a délivré de mandat de dépôt. Ça, ce sont des problèmes politiques. Des meetings ou des bureaux politiques, ou en tout cas des instances du Parti socialiste qui se réunissent et que les réunions se terminent en queue de poisson, quand même, votre formation politique en a connu. C'est la première fois que ça aboutit on n'a pas, au tribunal. Je vous ai indiqué tout à l'heure ce qu'un haut responsable du parti, qui dit avoir traversé le parti depuis qu'il est élève, a indiqué. C'est la première fois qu'il a vu ça. Donc, c'est la première fois qu'il a vu ça, presque en plus de 40 ans. Ça veut dire que ce sont des événements qui étaient extrêmement graves, qui ne peuvent pas être comparés à des réunions de bureaux politiques ou d'autres instances qui se terminent en queue de poisson, où les gens s'invectivent et puis partent. Ici, on était dans une situation où des vies humaines pouvaient être perdues. Oui, et rapidement, ce haut responsable, s'il n'est pas interpellé par la justice du Sénégal, au moins avec ces accusations du Parti socialiste, il pourrait être exclu. Ce serait une logique que Khalifa Sall soit exclu de votre parti. Vous savez, nous, on est logique. Parce que quand même, jusqu'au moment où il y a l'instruction et le jugement, ses camarades sont présumés innocents. Donc, on ne va pas prendre des mesures maintenant et qu'après, la justice prenne une autre mesure d'acquittement ou autre chose. Donc, nous avons fait confiance aux institutions de notre pays jusqu'à présent. Nous continuons à faire confiance aux institutions de notre pays. Maintenant, ce qui est certain, c'est qu'à la suite du jugement, si des camarades sont condamnés avec le droit à la défense qui leur est accordé, mais on montre de façon flagrante que ces camarades étaient dans une entreprise pour que d'autres camarades puissent perdre la vie. Mais à ce moment-là, on ne pourra pas être ensemble. Je dois aussi dire une chose. C'est qu'en réalité, si après les événements, des camarades étaient venus vers nous pour nous dire, vraiment, on pensait chahuter la réunion, ça a débordé et ce n'était pas notre intention. Je suis persuadé qu'on ne serait pas allé au tribunal. Mais comment vous pouvez continuer à tenir des réunions, à être avec des camarades qui vous sourient, avec lesquels vous allez faire des tournées, et vous ne savez pas qui est qui avait essayé de monter des jeunes pour attenter à votre vie? C'est une question de sécurité. C'est sûr, nous n'allons pas perdre le fil, mais obligés d'observer une pause pour de la pub avant de revenir. Pub. Joni Joni du jóg ci di leen yombalal seen dund
carte bancaire Joni Joni ubbi leen buntu xéewal yi ngir am carte bancaire Joni Joni aajoowul ubbi compte ci banque yi am carte bancaire Joni Joni yomb na gànnaayool sa identité dem ci point Joni Joni bi la gën a jege ñu jaay la fa sa carte bancaire Joni Joni rekk nga tàmbali koo jëfandikoo ni nga bëgge carte bancaire Joni Joni bii mën nga si denc xaalis te saa su la neexee nga jot ci demal ci gabu banque bu la neex ngir retirer xaalis muy ci Sénégal di it ca bitim réew saa sooy jënd dara tamit bu la neexee fayee sa carte bancaire Joni Joni carte bancaire Joni Joni daal ku ko yittewoo mën nga koo am ci lu àndul ak benn coono li ci gën a neex nag mooy ni carte bancaire Joni Joni mën nga koo jëfandikoo ak sa téléphone di nga ci mën a yónnee xaalis ku la neex wala ñu yónnee la ci xaalis boo demee ci bépp point Joni Joni tamit mën nga faa retirer xaalis ak sa carte bancaire Joni Joni yónneel SMS ci 22 345 bind si tolluwaayu xaalis bi nga yittewoo Joni Joni yónnee la code nga mën a retirer xaalis bi teew mu teew ak carte bancaire Joni Joni daal yokkute tàmbali na. Joni Joni soxla su teew moo ci gaaw. carte bi moomeelu banque UBA la. Merci de rester avec nous. C'est toute la vérité qui a l'honneur de recevoir Serigne Mbaye Thiam du Parti socialiste. Des instances du Parti socialiste, des responsables du Parti socialiste, vous faites partie de ces dignitaires de la formation de Senghor, de Diouf, de Ousmane Tanor Dieng. Mais aujourd'hui, on vous présente à la limite comme la deuxième personnalité de ce parti. Pourtant, il y a Khalifa Sall, et il y a Abdou Khadre Sissoko, il y a Aminata Mbengue, il y a Mamadou Faye, il y a Mamouna Massal, il y a Mar Diouf. Vous êtes à quelle place? 8e, 9e? Moi, je suis secrétaire national chargé des élections. 9e place. Il n'y a pas de... comme dans un gouvernement, il peut y avoir des places protocolaires. Il n'y a pas de place hiérarchique. Il n'y a pas de hiérarchie. À part le secrétaire général, tout le monde est sur le même niveau. Mais maintenant, il y a des rangs protocolaires, comme dans un gouvernement. Il y a des rangs protocolaires, mais chacun exerce sa responsabilité. Celui qui est secrétaire national chargé de la vie politique exerce sa responsabilité. Celui qui est secrétaire national chargé des élections exerce sa responsabilité. Secrétaire chargé des questions économiques exerce sa responsabilité. Il n'y a pas de rapport hiérarchique. Mais dans les faits, Serigne Mbaye Thiam est aujourd'hui dans cette formation politique la deuxième personnalité. Je ne suis pas la deuxième personnalité de la formation politique, c'est Aminata Mbengue qui est la deuxième personnalité, mais depuis 2000, j'ai été présent sur le champ politique. Depuis 2000, j'ai été présent sur le champ politique. Est-ce qu'à l'époque où je représentais mon parti au niveau de la CPA, vous vous souvenez, et du CPC, est-ce qu'à l'époque où je représentais mon parti au niveau du Front Civil Sénégal, j'étais aux avant-postes, où j'ai représenté mon parti dans le comité qui a décidé du boycott des législatives en 2007, où j'ai représenté le parti au niveau des assises nationales. C'est moi qui représentais le parti avec Abdoulaye Eliman Kane et d'autres camarades, ainsi de suite, Doudou Issa Niasse dans le Front Civil Sénégal. Est-ce qu'au moment où j'ai représenté mon parti dans le comité de coordination du M23, et que le 23 juin à 7 h du matin, j'étais sur la place Soweto, on avait dit que j'occupe la deuxième position. Non, je suis actif sur le plan politique. Je travaille, je fais mon travail. Mon engagement politique, c'est ça le sens de mon engagement politique. La question est posée parce que simplement, c'est une tradition également au Parti socialiste. Senghor, son dauphin, il s'appelait Abdou Diouf et il a réussi à installer Abdou Diouf à la tête de ce parti. Abdou Diouf, son dauphin, aura été Ousmane Tanor Dieng, qui l'a réussi à imposer. Et oui, aujourd'hui, beaucoup soutiennent que le dauphin d'Ousmane Tanor Dieng, c'est Serigne Mbaye Thiam. Je ne souhaite être le dauphin de personne, figurez-vous. Je ne souhaite être le dauphin de personne. Dans ma vie, je suis né à Kermadiabel, dans un village sans eau, sans électricité. Ma maman n'a pas été assistée par une sage-femme, encore moins un gynécologue. J'aurais pu mourir à ma naissance. J'ai fait mes études. Le Prytanée militaire recrute les 50 meilleurs élèves du Sénégal pour y rentrer. J'ai réussi à intégrer le Prytanée militaire de Saint-Louis. J'ai réussi à être lauréat du concours général, avoir une bourse d'aller en France travailler. Lorsque j'ai fini de mes études en France et mon stade d'expertise comptable, sur appel à candidature en 1987, j'ai été recruté directeur financier du port. J'ai été élu par la suite député
vice-président du conseil régional de Kaolack. Aujourd'hui, je suis ministre. Je le dois peut-être à mon engagement politique dans le parti. La confiance qu'Ousmane Tanor Dieng m'a fait en étant ministre en me proposant. Mais lorsque tout ce parcours-là, je l'avais, je n'avais pas Ousmane Tanor Dieng qui faisait de moi le dauphin, qui faisait de moi celui qui devait être admis au Britannique, le directeur financier. Directeur de campagne je suis fier d'avoir sa confiance et de travailler à ses côtés. Mais avec tout ce parcours-là, je compte tout ce que je vais obtenir dans ma vie, l'obtenir par mes qualités propres que mes concitoyens, que mes camarades de parti vont déceler en moi et à la confiance qu'ils vont me porter. Votre ambition au sein de cette formation, c'est quoi? La diriger après Ousmane Tanor Dieng? Ousmane Tanor Dieng est actuellement à mi-mandat. Les prochains renouvellements vont se dérouler en 2019. Il faut laisser le temps au temps. Pour le moment. Pas non. Pour le moment, non, j'ai toujours indiqué. La réponse que j'ai toujours indiquée est invariable. Il n'y a aucune fonction qui m'empêche de dormir. Je ne suis omnibulé par aucune fonction. Je ne déserterai non plus aucune responsabilité. C'est clair. C'est clair et il faudra d'abord confirmer au niveau de Kaolack parce qu'on parle de coordination, non? Oui. Au niveau de Kaolack, c'est la seule coordination du PS qui n'est pas encore installée. Ça, c'est une tache noire quand même dans votre gestion. Non, ce n'est pas la seule coordination de Kaolack. Moi, je milite dans le département de Nioro. À Saint-Louis, le problème est réglé. Oui, non. Moi, je milite dans le département de Nioro. Le département de Nioro compte 3 coordinations. Les 3 coordinations ont été renouvelées. Je dirige la coordination de Wakunguna et j'ai été porté par mes camarades à la tête de l'union départementale des coordinations de Nioro. La coordination de Nguinguinéo aussi, qui est un autre département, a été renouvelée. C'est au niveau de Kaolack commune qu'il y a eu des problèmes pour lesquels tout le monde est intervenu. Le secrétaire général du parti est intervenu. Ousmane Tanor Dieng, le secrétaire national à la vie politique est intervenu. D'autres camarades ont intervenu sans pour autant trouver une solution. On aurait pu renouveler l'union régionale où toutes les autres coordinations m'ont proposé pour être à la tête de l'union régionale. Mais compte tenu de la position que j'occupe dans le parti, je leur ai indiqué que je préfère utiliser toutes les ressources de la conciliation, de la médiation, pour mettre tous les camarades de Kaolack ensemble, que moi de me situer dans un clan ou dans un autre. Avec les fonctions que je compte occuper à Kaolack, que j'occupe au niveau national, je ne compte pas travailler sur la base de clans au niveau de Kaolack. Au niveau de Kaolack, éviter les clans. Oui, mais il y a cette liste, il y a les législatives. Sur le plan politique purement, le défi lancé par Khalifa Sall et son camp, c'est cette liste. C'est cette liste en gestation pour les législatives. Une liste dirigée par Khalifa Sall. Ils tiennent à cette liste où on aura les noms de Khalifa Sall, Bamba Fall, Barthélémy Diaz pour la députation au niveau de Dakar. Oui, mais si d'un autre côté, vous avez une autre liste, celle-là conforme à la décision de la majorité des militants socialistes, des structures du parti dans tout le Sénégal, où vous verrez les noms de Ousmane Tanor Dieng, de Amin Tembeng, de Serigne Mbaye Thiam, de Alioune Ndoye, de Wilane, de Abdou Kamara à Sédhiou, de Sina Sissoko à Tamba, de Taïbou Baldé à Kolda, de Aïssatou Bambado Sall, Aïssatou Diawara. Et j'en passe, d'autres camarades que j'ai oubliés, que j'aurais pu citer. Vous pensez que de quel côté se trouve la légitimité du parti? Là, je parle de... Le Parti socialiste, aucune autre personne ne portera le combat du Parti socialiste pour ces élections législatives-là. Parce que le Parti socialiste a décidé de façon majoritaire dans son parti. Maintenant, il ne peut pas y avoir de liste du Parti socialiste. Il peut y avoir des gens du Parti socialiste qui vont dans d'autres listes. Et ça, ce ne serait pas une première. Pour les élections du HCCT passées, pour les élections locales, vous avez vu même au niveau du parti majoritaire, enfin du parti qui dirige la majorité présidentielle, l'APR, vous avez vu des militants de l'APR, des responsables, aller dans une autre liste, mais tout en se réclamant de l'APR, ça c'est possible. Mais il ne peut pas y avoir de liste du Parti socialiste. Et si ces camarades socialistes, avec leur liste, remportent les législatives à Dakar? Mais Dakar n'est pas le Sénégal. Ce sont ces élections, ce sont des élections au scrutin départemental, au scrutin majoritaire et au scrutin proportionnel. Nous avons 45 départements du Sénégal. Dakar peut-être est la capitale,
mais Dakar n'a pas plus de dignité électorale sur le plan de la représentation des populations, n'a pas plus de dignité que Oussouye, que Salémata, que Kaolack, que Saint-Louis ou autre. Donc le Parti socialiste sera utile à la coalition Benno pour ces législatives malgré la défection de Khalifa Sall et de ses Non, partisans. il ne s'agit pas d'être utile. Nous travaillons en partenaire. Nous travaillons, nous tous, avec la même dignité dans la coalition. Le Parti socialiste, ayant décidé d'être dans la coalition Benno Bokk Yakaar, jouera sa partition pour que la coalition Benno Bokk Yakaar gagne tous les départements du Sénégal. C'est ça que nous ferons. C'est ça que vous ferez. Oui. Donc c'est clair, il y aura 2 listes. Et là, le divorce Il ne peut pas y avoir 2 listes du Parti socialiste. Il ne peut pas y avoir. Vous ne verrez pas une liste du Parti socialiste. Vous ne verrez pas une liste du Parti socialiste. Peut-être un autre nom. Les gens sont libres de chercher un autre nom. Mais ces gens-là ne porteront pas les couleurs du Parti socialiste pour aller aux élections. Pour aller aux élections. Oui, eux, ils vous disent que la vie politique de cette formation, le Parti socialiste qui n'a plus d'ambition, il y a même une plainte déposée par votre camarade Barthélémy Diaz, une plainte pour escroquerie. Vous escroquez présentement le président Macky Sall parce que vous lui permettez quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Mais vous savez, je pense à Jean d'Ormesson, je pense que je l'ai entendu ou bien je l'ai lu, qui disait que quelquefois il faut être économe de son mépris. Économe de son mépris. Donc du mépris pour Barthélémy Diaz de la part Ça, c'est vous qui le dites. De Serigne Mbaye Thiam. Voilà. Vous avez dit seulement qu'on envisage de porter une plainte pour escroquerie au président Macky Sall. Je vous ai rappelé une formule de Jean d'Ormesson. Faire économie de son mépris. Voilà, il a dit quelquefois il faut être économe de son mépris. Quelquefois. OK. Voilà. Et l'avenir de ce PS? Maintenant, je voulais quand même, je ne peux pas laisser passer quelque chose. On dit, il n'y a pas d'un côté des gens dans le parti qui ont de l'ambition pour le PS et d'autres qui n'ont pas d'ambition pour le PS. Notre ambition pour que le PS revienne au pouvoir est intacte. Et tous les actes que nous posons ont pour objectif qu'avec nous, ou bien après nous, que le PS revienne au pouvoir. Et le plus rapidement possible. Je respecte les choix tactiques et stratégiques des camarades qui pensent que pour que le PS revienne au pouvoir, il faut être présent aux élections législatives de 2010. Je respecte leur point de vue. Mais si je leur demande de respecter le point de vue des autres camarades qui pensent que la meilleure stratégie et la meilleure tactique pour que le PS revienne le plus tôt au pouvoir, en essayant d'avoir toutes les opportunités pour le faire, et ce choix de ces militants. Je leur demande de respecter aussi que le fait que ces camarades, ces centaines de milliers de camarades qui ont dit oui pour que le PS aille aux législatives en 2017 avec la coalition Benno Bokk Yakaar, sont des camarades aussi qui sont attachés à leur parti, qui sont des patriotes de leur parti et qui travaillent et qui ont une intelligence pour réfléchir comme eux sur une stratégie pour que le PS revienne au pouvoir. Cette ambition est intacte. Mais en dehors même du PS, il y a des acteurs politiques qui disent que le Parti socialiste, tout de même, c'est un patrimoine de ce Sénégal politique. Oui. Ils ne vont pas laisser un Ousmane Tanor Dieng bazarder ce patrimoine. Non, mais d'abord, à 2 niveaux, je réponds. C'est parce que le Parti socialiste est un patrimoine et que depuis 2000, nous avons été dans l'opposition. En 2012, lorsque nous avons voulu avoir un candidat unique, nous avons vu pratiquement toutes les composantes ou les principales composantes de Benno Siggil Sénégal dire qu'ils ne vont pas choisir le candidat du Parti socialiste. Ce qui veut dire qu'on était avec les gens dans l'opposition, on était dans les combats, mais sans que ces partenaires nous voient comme pouvant revenir au pouvoir. Eux qui nous avaient combattus en 2000 pour qu'on ne soit plus au pouvoir. C'est une leçon que nous devons tirer de notre stratégie électorale. C'est parce que le Parti socialiste aussi est un patrimoine que le Parti socialiste ne peut pas se permettre, sur la base d'une analyse objective de la situation, des rapports de force sur le terrain, d'avoir une candidature faire valoir.
Parce que l'idée qui est de dire, parce que c'est un patrimoine, le Parti socialiste ne peut pas rater une élection. C'est une idée dogmatique. C'est une idée dogmatique. L'idée aussi qui prévalait avant, du côté de nos amis de la paire, qui disaient parce que vous êtes au gouvernement, vous ne pouvez pas avoir un candidat. À l'époque, j'avais dit aussi que c'était une position dogmatique. Les situations, il faut les poser en tenant compte des réalités, de la réalité des forces politiques sur le terrain et de l'évaluation qu'on fait des chances des uns et des autres et de la meilleure chose pour notre pays. C'est sur cette base-là que nous avons choisi cette stratégie, en conservant ce patrimoine. Et ce patrimoine-là, nous le conservons de fort belle manière, malgré les critiques qui disent que le Parti socialiste n'a plus d'activité, les instances ne se réunissent pas régulièrement. Quel est le parti dont les instances se réunissent aussi régulièrement que le Parti socialiste? Il n'y en a pas. Le bureau politique, on m'a parlé de l'irrégularité de la tenue du bureau politique et de pas mal d'instances. Oui, en Wolof, j'ai dit à réunion de bureau politique, si on le dit, c'est parce que nous avons un Parce que les autres partis, est-ce que vous comptez les réunions de leur comité directeur ou de bureau politique? Parce qu'ils n'en tiennent même pas. Ils n'en tiennent même pas. Donc, nous sommes le parti dont les instances se réunissent donc le plus souvent. Donc, pas de dogmatisme, mais des décisions réfléchies. Oui, c'est ce que dit donc la direction actuelle du Parti socialiste. Pas de dogmatisme. Non, pas de dogmatisme. On est dans une dynamique. Et cette discussion-là, on peut la soutenir avec des camarades. Et le problème, c'est que la perspective que nous avons pour nous, que le Parti socialiste revient au pouvoir. Qui respecte quand même l'option de ses autres camarades. Non, mais je respecte. Parce que c'est ça il ne faut pas jeter l'opprobre sur une personne parce que la personne a d'autres idées politiques. Okay. Vous avez ce même respect par rapport à l'ambition de Aïssata Tall qui ambitionne, c'est clair, c'est pas volé, hein, qui ambitionne d'occuper le fauteuil présidentiel, Aïssata Tall. Moi, je ne l'ai pas entendu le dire, mais si jamais elle a cette ambition-là, c'est une ambition qui est respectable. Oui, moi, je respecte les points de vue des uns et des autres. C'est comme ça qu'on peut débattre. Parce que lorsqu'un sujet est posé, il faut admettre quand même que l'autre puisse avoir un point de vue qui est différent du sien. Et à ce moment-là, vous discutez. Les rapports sont moins heurtés avec Aïssata Tall Sall par rapport à la direction du parti? Non, il n'y a pas de rapport heurté ou pas. Il y a une situation où chacun défend son point de vue. Maintenant, si quelqu'un dépasse les bornes, le parti lui fait comprendre qu'il dépasse les bornes. Parlons un peu de l'éducation. Vous êtes le ministre de l'Éducation du Sénégal. L'école sénégalaise se porte comment? L'école sénégalaise se porte bien, mais aurait pu mieux se porter. Oui. Il y a le projet Paquet? Oui, il y a le programme Paquet qui a succédé au PDF. De 2000 à 2011, on avait le programme décennal de l'éducation et de la formation. C'était le premier programme multisectoriel sectoriel qu'on avait dans notre pays, le PDF, qui a permis d'avoir des résultats, notamment en termes d'accès à l'éducation. Le taux brut de scolarisation a notablement progressé pendant cette période-là. Mais du fait de la massification du système éducatif, la qualité de l'éducation a été négligée, notamment par des salles de classe sous abri provisoire. On en a créé, des enseignants qui n'étaient pas très bien formés et des manuels scolaires qui n'ont pas suivi. Le paquet est venu essayer de consolider les acquis du PDF, mais tout en mettant l'accent sur le trépied, les trois éléments du trépied. Amélioration de la qualité, équité, transparence dans la gouvernance. Programme d'amélioration de la qualité, de l'équité et de la transparence. En ayant comme premier axe stratégique l'amélioration de la qualité des enseignements-apprentissages. Deuxième axe stratégique, l'accès équitable à l'éducation par la résolution des disparités de toutes sortes. Troisième axe stratégique, promotion d'une gouvernance transparente, ouverte et inclusive. Sur l'ensemble de ces axes stratégiques adoptés en 2013, des progrès ont été faits. Mais le paquet n'était pas fait, n'a pas été élaboré pour durer 4 ans. Le paquet couvrait la période 2013-2025. Nous avons procédé, il y a quelques jours de cela, à l'évaluation de cette première phase du paquet qui concerne 2013 et 2016.
Beaucoup de chiffres avancés, des chiffres démentis par-ci, confirmés par-là. Oui. C'est un peu compliqué pour comprendre un peu votre évaluation du projet paquet. D'abord, l'évaluation du paquet, ce n'est pas seulement les chiffres, mais les chiffres ont une importance pour ce qui est de la mesure des indicateurs d'accès et des indicateurs de qualité. Ce que on doit avoir en vue, c'est que les indicateurs d'accès sont des indicateurs où les politiques publiques ont des résultats immédiats. Si on décide en octobre 2017 de recruter 5000 enseignants, de construire 10 000 salles de classe, ça a tout de suite un impact sur l'accès à l'éducation, sur le nombre d'enfants, sur le taux brut de scolarisation. Parce que vous recrutez plus de maîtres, vous construisez des classes dans les villages les plus reculés, donc vous allez avoir votre taux brut de scolarisation. De manière prosaïque maintenant. Maintenant, sur la qualité, si vous décidez maintenant au Sénégal de recruter des enseignants de l'élémentaire qui ont le brevet, enfin vous passez du brevet au bac, qui ont maintenant le bac, et vous leur donnez une formation de qualité, ces enseignants, vous les recrutez seulement 2000 par an. Il y a 90 000 enseignants. Au bout de 4 ans, vous n'en recrutez que 8 000. Ça ne fait même pas 10% du stock d'enseignants qui existe. Les investissements dans la qualité sont des investissements à rentabilité différée, à rentabilité longue. Les problèmes de qualité que nous avons actuellement, notamment sur les taux de regroupement au secondaire, viennent de décisions qui ont été prises dans les années 2010, 2008, et ainsi de suite, en 2010 notamment, où on a fait le passage universel du CM2 à la 6e. Ces élèves qui ont bénéficié du passage universel sans avoir le niveau, aujourd'hui, 6 ans après, ils se retrouvent peut-être en seconde ou en première. Le ministre de l'Éducation nationale le reconnaît, il y a un problème de qualité dans l'enseignement. Oui, il y a un problème de qualité dans l'enseignement, mais ce problème de qualité est adressé actuellement. Mais les investissements dans la qualité sont des investissements à rentabilité différée. Les actions que vous prenez actuellement, par exemple, je ne l'escamote pas. Lorsque on a relevé le niveau des enseignants, lorsque depuis 2014, on a donné à tous les élèves de l'élémentaire des livres, des manuels, ce qu'ils n'avaient pas depuis pratiquement 10 ans, ces élèves-là, leur niveau d'apprentissage ne va pas progresser immédiatement. Ça va progresser pour la première année au CI, pour la deuxième année au CP. Au CE1, CE2, lorsque vous voulez évaluer l'impact de ces investissements sur la qualité, lorsqu'ils auront le bac, il faut attendre 10 ans après, quand ils auront le bac. Après. Mais donc, pour le moment, on va se contenter de ces taux de réussite trop bas. Mais qui s'améliorent. Différents examens. Oui, qui s'améliorent. Oui. Tous les taux, en 2016, que ce soit le taux du CFE, le taux du BFM, le taux du bac, les taux se sont améliorés. C'est véritablement... Ce qui montre qu'on est sur la bonne voie. Sur la bonne voie, et c'est de bonne guerre. Cette année, peut-être 3 éléments perturbateurs. On n'a pas parlé de grève, on en parle de moins en moins, c'est une chance, peut-être. Mais 3 éléments perturbateurs, peut-être la CAN, au mois de janvier, par rapport à l'école. Il y a, le conflit au niveau de la Gambie, les écoles frontalières. Il y a également, cette tension sociale. Oui, mais ça, c'est la vie. Ça, c'est la vie. Quand vous gérez... J'ai oublié les législatives. Oui, mais quand vous gérez, ça, ce sont des données. Enfin, à part la situation en Gambie, qui est une situation qui a fait irruption, qui a déstabilisé, le fait qu'il y ait la CAN, le fait qu'il y ait les législatives, ça, ce sont des données. Et il faut gérer avec. Ces données sont prises en compte dans la gestion du système éducatif. C'était un plaisir. C'était un plaisir aussi de répondre à votre question. Merci à Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation nationale au Sénégal. On a beaucoup parlé de cette formation politique des Verts, le Parti socialiste, et moins de l'Assemblée nationale. Oui, il y avait beaucoup de sujets quand même. Merci encore une fois. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de TLV. À dimanche, Inch'Allah, pour un autre. Chef de l'État d'alors, Abdoulaye Wade, pavoisé. Oui, mais c'est normal. C'est normal. Les Sénégalais. Oui, mais c'est normal qu'il fasse corps avec son peuple. Avait fait le tour du monde. Oui, absolument. On peut s'attendre à un Macky Sall qui fait de même des non, belles choses. Je pense que le président Macky Sall, il doit traduire les joies, les peines, les peurs de son peuple. Si son peuple manifeste des moments de joie,
il doit être en tête de cela. Je pense que ce serait maladroit de qualifier de récupération politique que le président sénégalais communie avec son peuple si jamais notre équipe gagne la Coupe d'Afrique. Oui, une équipe du Sénégal qui fait un bon parcours, au moins ça va aider le Parti socialiste à traverser avec moins de difficultés le procès par exemple de Barthélémy Diaz ce 25 janvier. Non, le procès est actuellement entre les mains de la justice. Au moment où nous, on devait faire ce qu'il y avait à faire, nous l'avons fait, qui était de faire appel aux services de sécurité d'abord pour faire mener les enquêtes nécessaires pour situer les responsabilités et puis après de délivrer le dossier à la justice. Donc en le faisant, on n'avait pas une idée que les choses s'allaient emballer avec la Coupe d'Afrique. Donc ça, c'est le momentum et le tempo de la justice et des enquêtes qui ont amené cette coïncidence-là. Mais nous, dans tous les cas, le temps de la justice, ce n'est pas le temps des manifestations sportives et ni d'autres temps. Nous laissons la justice faire son travail et on verra ce que tout ça va donner. Mais voilà, la question revient, mais elle est là, elle est toujours d'actualité. Oui. Des membres du Parti socialiste sous mandat de dépôt, un autre responsable du Parti socialiste, en l'occurrence Barthélémy Diaz, oui, devant le tribunal de Dakar, ça fait désordre. Mais est-ce que, je prends un raisonnement par l'absurde, est-ce que, pensant que ça fait désordre, on doit dire que la justice ne doit pas faire son travail? Moi, j'étais là le 5 mars dans la salle du bureau politique. J'ai été informé des tentatives, des réunions préparatoires la veille. Le matin même, j'ai été informé des premiers actes qui étaient posés. Mais j'ai tenu à aller rejoindre mes camarades, malgré le danger qui se profilait. Ce que les gens ont vu à la télé, les membres du... informé? Oui, j'étais informé. Et Ousmane Tanor Dieng? Le matin même. Oui, Ousmane Tanor Dieng a indiqué en bureau politique qu'il a été informé la veille de ces réunions préparatoires. Le vendredi 4, il a été informé. Et ce n'est pas un secret parce qu'il l'a dit en public, je vais le répéter. Lorsqu'il a été informé, il pour entendre raison et savoir que son pouvoir et son ego personnel ne sont pas importants devant la vie de Gambiens qui peuvent être sacrifiés. Et je crois que dans tous les cas, la fin est proche. En ce moment-là, il doit en tirer les leçons et laisser la démocratie s'exprimer. Et le président Barrow prendre ses fonctions de chef d'État. Aucun ministre quand même du Sénégal dépêché pour aller rencontrer Yaya Jammeh, ni le chef de l'État du Sénégal. Une diplomatie brute de la part du Sénégal. On a vu les déplacements du président de la Mauritanie, de Alpha Condé présentement, mais pas du Sénégal. Le Sénégal, cette fermeté, c'est quoi? Comme si le Sénégal attendait l'occasion rêvée pour se débarrasser de Yaya Jammeh. Non, je crois que le Sénégal défend des principes. C'est le moins que l'on puisse attendre de notre pays, qui est présenté comme la vitrine démocratique en Afrique. Je pense que dans ces conditions-là, nous n'avons pas agi par le fait du prince, nous avons agi en essayant d'actionner la communauté internationale. Il y a la CEDEAO qui a une résolution, il y a l'Union africaine et il y a l'ONU. Je pense que toute la communauté internationale était derrière la position du Sénégal. Mais le Sénégal était mal placé pour faire une démarche de médiation. Et en plus de cela, je parle maintenant en tant que Sénégalais, la question de la Gambie, la question de sa stabilité, la question de l'attitude des dirigeants gambiens est aussi une question de sécurité nationale pour nous. Lorsqu'en Gambie, nous avons quelqu'un qui peut-être favorise des mouvements qui posent des problèmes au Sénégal, le Sénégal aussi a un intérêt du point de vue de sa sécurité nationale et du point de vue de ses intérêts vitaux à faire jouer le droit international. Et c'est ce que nous avons fait. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une attitude d'un véritable chef d'État, le président Macky Sall, ce qu'il a à faire sur ce dossier-là. Sur ce dossier, c'est clair. Le Sénégal a préservé ses intérêts dans ce dossier et donc le Sénégal ne va pas regretter Yaya Jammeh. Non, je ne pense pas qu'on va le regretter. C'était le choix du peuple gambien qui à un moment donné, l'a élu. Que les élections se soient passées dans des conditions, dans de bonnes conditions ou pas, ça c'est derrière nous. Mais en tout cas, nous avons tout fait pour avoir de bonnes relations avec les pays qui nous entourent, avec la Gambie notamment, parce que les peuples gambiens et les peuples sénégalais, c'est exactement, c'est les mêmes communautés.
mais il y a eu un président qui était toujours dans des rapports antagonistes et quelquefois ces rapports même ne gênaient pas seulement le Sénégal, toute la communauté internationale, quand il se lève pour dire qu'il décrète un État islamique, quand il se lève pour prendre des mesures qui en surprennent plus d'un. Je pense qu'il était... Babali Mansa, le roi qui défiait les fleuves et sa fin finalement douloureuse, la fin de Yaya Jammeh à la tête de Gambie, de la République de Gambie. Yaya Jammeh et sa fin douloureuse, l'Afrique de l'Ouest, on peut même parler de malédiction pour cette Afrique de l'Ouest, des foyers de tension en Côte d'Ivoire, le terrorisme du côté du Mali, la Gambie voisine. Pour en parler, nous recevons un ministre de la République, Serigne Mbaye Thiam, le ministre de l'Éducation au Sénégal, membre du Parti socialiste du Sénégal, un des dignitaires de cette formation politique dirigée par Ousmane Tanor Dieng. Ça, c'est l'actualité de la sous-région, Serigne Mbaye Thiam. Mais il y a également cette actualité très politique, à très forte teneur politique ici au Sénégal avec votre formation. D'abord, les Salam Malik d'usage. Bienvenue sur ce plateau de TLV. Merci beaucoup de m'avoir invité à l'émission de TLV, Toute la vérité. Et je voudrais en profiter pour adresser mes salutations à tous les téléspectateurs et à tous les téléspectateurs qui nous regardent actuellement, à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc, via CNTV et Zik FM, c'est un honneur pour nous, Serigne Mbaye Thiam. Oui, actualité oblige. Nous sommes vendredi, jour de l'enregistrement de l'émission. Un ultimatum, médiation de dernière chance. On a beaucoup parlé de médiation de dernière chance. Il y a Alpha Condé qui est actuellement en Gambie. On a suspendu l'opération des forces de la CEDEAO. C'est fini pour Yaya Jammeh et la fin est douloureuse, quoi qu'il en soit. Absolument. Je pense que c'est une leçon pour tous les dirigeants du monde et notamment pour les dirigeants africains qui cherchent à s'accrocher au pouvoir, qu'il faut savoir partir à temps. Mais ce que je retiens aussi de ce qui s'est passé en Gambie, ce qui se passe actuellement en Gambie, moi, c'est l'attitude, je crois, de mon pays. Je crois que très tôt, le jour même où Yaya Jammeh a dit qu'il ne reconnaissait plus les résultats, le discours du président de la République du Sénégal a été un discours très ferme. Et en même temps, un discours ferme, mais un discours qui montrait des ouvertures. C'est la raison pour laquelle, à côté des dispositions qui étaient prises sur le plan militaire, il y a eu toutes les tractations diplomatiques et toutes les médiations pour faire entendre raison, pour que le sang ne coule pas. Je pense que le président Jammeh doit saisir cette intervention de la dernière chance, arrivé à un moment où il était enivré par le pouvoir. Oui, revenons au Sénégal. L'actualité au Sénégal, c'est la Coupe d'Afrique, et heureusement d'ailleurs, la Coupe d'Afrique avec ses Lions qui nous procure beaucoup de plaisir. Et c'est un palliatif par rapport à cette sous-région sous tension. Le Sénégal, déjà en quart de finale, ce n'était pas arrivé depuis plus de 10 ans. Oui, vous, on vous connaît comme supporter quand même de ces Lions du Sénégal. Chapeau à ce groupe d'Aliou Cissé. Oui, je crois que nous avons là une bonne cuvée. Nous avons une bonne équipe qui peut nous valoir des satisfactions. Maintenant, il ne faudrait pas que les premiers succès qu'on a nous montent à la tête et au point qu'on se démobilise. Je crois que ce qu'il faudrait, c'est rester concentré, rigoureux et discipliné jusqu'à la fin de la compétition et de se dire que rien n'est acquis. Toutes les équipes qui sont là-bas sont des équipes qui cherchent à avoir la Coupe d'Afrique. On a une belle chance cette année, étant la première équipe dans le classement FIFA au niveau africain, et ayant un entraîneur qui est rigoureux, qui est discipliné. Je crois que si toute la population se met derrière l'équipe et que les joueurs eux-mêmes restent concentrés vraiment et rigoureux dans le travail, on peut aller aussi loin que possible. Et je souhaite, en tout cas en tant que 12e Gaïndé, qu'on remporte cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, nous avons vu le président de la République se faire filmer dans son salon lors du premier match, oui, avec un commentaire sur les 2 buts du Sénégal devant la Tunisie. Cette fois-ci, pas encore de vidéo.
c'est sûr qu'une victoire de ces Lions sera politisée à fond. Je ne crois pas. Je pense que la victoire des Lions sera d'abord la victoire du peuple sénégalais. Le peuple sénégalais est un peuple féru et amoureux du football. Je crois que ce sera plutôt une victoire en vert, jaune, rouge, aux couleurs du Sénégal, que la victoire d'un régime ou d'un parti politique. Bien sûr, lorsqu'on dirige un pays et qu'à ce moment-là où on dirige le pays, il y a une équipe qui remporte la Coupe d'Afrique, il ne faudrait pas que cette équipe gouvernementale-là boude son plaisir. Parce que d'un autre côté aussi, des mesures ont été prises pour placer l'équipe nationale, les joueurs, l'encadrement et la fédération dans de bonnes conditions pour préparer cette Coupe d'Afrique-là. Mais je pense qu'il ne s'agira pas de tirer la couverture de son côté. Il faudra, je pense, mais de toute façon, c'est le président de la République qui représente le peuple sénégalais. C'est lui le représentant du peuple sénégalais. On a vu donc, en 2002... il a reçu Khalifa Sall dans la nuit du vendredi au samedi à 1 h du matin pour lui dire « je suis informé que des gens qui se disent proches de vous ont fait des réunions préparatoires et vont agresser les gens au bureau politique ou à tout le moins vont saboter la réunion ». Et il dit, Ousmane Tanandien, que ce dernier lui a répondu qu'il n'est pas informé de ça et que s'ils l'ont fait, il va leur demander d'arrêter. Mais pourtant, le lendemain, ça s'est passé. Donc, c'est pour vous dire qu'il a été informé. J'ai été informé. J'ai été informé le matin des premiers actes qui ont été posés de violence. Mais j'ai tenu à venir. Lorsque je suis venu, lorsqu'il y a eu le premier assaut, des camarades ont été blessés. Parce que je ne peux pas accepter que l'on dise qu'on ne peut pas parler de tentative d'assassinat, d'agression, de menaces, de mort. On était dans la salle, on l'a vu. Il y a des camarades dont le sang a coulé. Mon propre chauffeur, son sang a coulé. Mon véhicule a été caillassé. Donc, c'était une situation extrêmement grave. Serigne Mbaye Thiam a été agressé. Non, j'ai été agressé, bien sûr. J'ai été agressé. Mais je n'ai pas été touché, moi. Mais il y a eu des tentatives pour m'agresser. Et dans la salle, lorsque, à un moment donné, nous, on était au fond de la salle, avec un rideau de sécurité devant nous, et que les assaillants avançaient, il y avait un des assaillants qui a pointé son doigt, un responsable, je crois, un des assaillants, qui a pointé son doigt sur moi pour me désigner à 2 autres personnes qui avaient des coupes-coupes. C'était une situation grave. Ce qui s'est passé à l'entrée, où on montre Wilane, Abdoulaye Wilane, Ouane, qu'on leur jette de l'eau et du sable, ce sont les agressions les plus petites qui se sont produites. Vous parlez de coupe-coupe? De coupe-coupe, de couteau. Lorsque vous êtes dans une salle et que votre nuque votre nuque donne sur une vitre et qu'on jette des pierres, des projectiles sur une vitre, mais on cherche à vous atteindre. Et des camarades, Pierre Sané, d'autres camarades ont vu du sang couler. Ça, les gens ne l'ont pas vu au niveau des images, parce que c'était dans la salle. Lorsque vous êtes dans la salle et que toutes les tables de la salle de conférence du bureau politique que les journalistes connaissent, toute cette table a été réduite en débris. On voulait atteindre des gens. On voulait atteindre des gens. Oui. Oui, pourquoi vous donnez cette image d'un groupe surpris? Vous nous dites que vous aviez l'information là.